vous accueille les uns les autres. Merci Thierry Schidler, bonjour, bienvenue. Vous êtes là depuis le début d'après-midi. J'imagine que vous avez plein de choses à nous raconter. On vous connaît évidemment comme PDG de votre très belle entreprise de mobilité, hein, les autocars Schidler. On les a tous utilisés au moins une fois dans notre vie. Je vous accueille évidemment aussi en tant que président de la Chambre syndicale des transports routiers et voyageurs de la Moselle. Aurélien Biscot a déjà été cité. Je redis que vous êtes le directeur de la GAP. Je signale quand même que vous faites un aller-retour de Paris pour venir nous voir. Vous allez repartir à Paris puisque vous avez des obligations. C'est vraiment très gentil d'être avec nous cet après-midi. Et Bernard Moreau, faut-il le présenter, président de Moselle Économie. On connaît votre engagement pour le territoire de la Moselle, ces sujets phares comme celui de la mobilité et bien d'autres. Merci, cher Bernard, d'être avec nous. Alors, comme on m'a dit, que vous l'avez dit 4 fois au moins, cher Olivier, que vous alliez passer la parole à Aurélien, donc je vous cède le micro et passer la parole à Aurélien pour qu'il nous parle de quoi? De Must. C'est quoi Must? Oui, cher Aurélien Biscot, dites-nous, faisons cette transition, puisqu'il y a des choses qui existent pour préparer demain. Oui, merci. Alors Must, en fait, c'est un projet sur lequel on est très très ambitieux. Je ne sais pas si on a raison de l'être, j'espère. On a mis du temps à le monter, ce projet-là. Donc, Olivier l'a un petit peu dit, hein, c'est un projet de modélisation et de simulation des déplacements transfrontaliers à l'échelle de la grande région, disons sur le cœur de la grande région. En fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, ces modèles-là, ils sont utilisés pour tous les plus grands projets d'infrastructure. La 31 bis, tout à l'heure, on en parlait. Il y a des modèles de transport. En fait, il n'y en a aucun à cette échelle transfrontalière. Il y en a des parcellaires, il n'y en a aucun. On parlait tout à l'heure des 100 000 frontaliers qui ont passé la barre. On est à 170 000 ou 190 000, je ne sais même plus, à l'échelle du Grand-Duché. On en est à 230 000 à l'échelle de la grande région. On n'a pas de modèle. On ne sait pas planifier collectivement. On parlait tout à l'heure de collectif. À partir de ces outils-là, qui sont des outils de base, on n'en a pas à cette échelle transfrontalière. Donc nous, on estimait que c'était une urgence absolue de disposer de ce genre d'outils. Quand vous dites nous, c'est la GAP ou c'est déjà un consortium d'acteurs qui se disent ensemble, il va falloir qu'on se retrouve ses manches? L'idée a été initiée par un réseau de villes transfrontalier qui s'appelle Tonicité, qui regroupe 6 villes, 3 françaises, 2 luxembourgeoises, une belge. Nous, on est un des outils d'ingénierie de ce réseau de villes et on a sollicité tous les partenaires qu'on a pu. On a mis un an et demi à réussir à monter ce projet-là. C'est pas évident pour des partenaires qui ont déjà leur propre modèle de se dire on va m'en rajouter un autre, est-ce qu'il va vraiment être utile? Qu'est-ce qu'il va avoir comme implication? On a fini par y arriver, on a monté le projet Interreg en 2017, on a été approuvé fin 2017, on a 23 partenaires, et en fait il s'avère que, très sincèrement, on a une ingénierie incroyable sur le territoire. Le LISER côté luxembourgeois, le CEREMA notamment côté français, l'université de Namur côté wallon, je peux vous dire qu'ils ont une expertise de ouf. Je le dis comme ça parce que c'est incroyable, nous on les voit, c'est fou. On les voit travailler, on est vraiment hyper fiers de les avoir à nos côtés. Nous, on est chef de file, on porte le projet parce qu'on a aidé le réseau de ville à le monter et aujourd'hui, on a tous les plus grands, les décideurs qui vont devoir demain utiliser ce modèle. Le ministère du Développement durable au Luxembourg, la région Grand Est, les départements, la région Wallonne. Je vais être un peu taquin, je vous coupe. Vous n'allez pas passer plus de temps à gouverner vos 23 partenaires plutôt qu'à modéliser? Comment on travaille à 23 sur ces questions-là? On a commencé début 2018. En fait, on travaille bien. C'est ça qui est génial, c'est que ça travaille bien. Un bon élève. C'est que ça avance bien. C'est parfois des sujets quand même de discussion. Hein. On a des débats sur les... On commence à parler de simulation, on commence à parler de projets cohérents ou incohérents. Qu'est-ce qui fait un projet incohérent? Pourquoi on doit le mettre ou pas dans le modèle? Quels sont les critères pour définir un projet? On y travaille, donc on est en plein dedans. C'est des débats, c'est des discussions, c'est des accords en fait entre chacun. Donc c'est pas toujours évident, mais très sincèrement, ça avance, Olivier pourra le dire, ça avance vraiment bien. On a jusqu'à 2021 pour monter ce modèle-là, donc il y a des étapes à franchir, hein, on doit tester, on va se projeter à horizon 2030, à horizon 2040, c'est ça l'objectif, et après on va tester des projets, on va regarder toutes les solutions de mobilité qu'on pourra tester dans ce genre de modèle macroéconomique, et on essaiera de mettre fin, si possible, à certaines incohérences. Je peux en citer une, moi que je trouve incroyable, une commune de 2000 habitants dans le Nord-Lorrain, elle a 84 bus jour vers Luxembourg. La commune de Longwy, 15 000 habitants, elle en a 2. À un moment donné, la mobilité transfrontalière n'est pas organisée. Il y a besoin de modéliser tout ça pour faire un truc, pour résorber ce problème-là, par exemple? Ou est-ce que c'est simplement un prétexte, finalement, que vous prenez pour pouvoir avoir finalement des preuves, des validations pour dire maintenant... ça suffit. Vous savez, on ne se demande pas s'il faut un modèle quand on veut dépenser 1,3 milliard d'euros pour faire la 31 bis. Là, on parle de 10 milliards d'euros moins d'investissement. Hein, on ne parle pas de peanuts. Hein. Au Luxembourg, ils en sont à 3 milliards rien qu'au Grand-Duché. C'est pas neutre tout ça. C'est pas des petites sommes. À un moment donné, il faut savoir si c'est efficace, pas efficace ce qu'on fait.
Un autre territoire l'a fait, c'est le territoire franco-genevois. Il a un modèle sur une frontière, mais il ne prend pas en compte les marchandises. Nous, on est le premier modèle européen sur 4 frontières qui tient compte des personnes et des marchandises. Quelqu'un parlait de ça tout à l'heure, j'espère qu'on y reviendra, parce que les impacts vont être énormissimes et on va les prendre en compte dans ce modèle-là. Bernard Moreau, je vous vois opiner. Vous pouvez compléter le propos parce que je sais que vous comprenez bien ces problématiques pour y avoir beaucoup travaillé dans le cadre de votre réseau. Oui, je veux bien vous écouter là-dessus. Moi, ce qui me fait très plaisir dans l'exposé du docteur Olivier Klein ou dans celui d'Aurélien Biscot, c'est que maintenant on raisonne véritablement en transfrontalier. Depuis je ne sais pas combien d'années, on se bloquait aux frontières. Moi, je me souviens d'avoir eu un très bel exposé de l'INSEE où on parlait de l'évolution des travailleurs et on se bloquait à la frontière. Si bien que quand le Luxembourg avait trop de salariés et qu'il nous les renvoyait chez nous, brusquement, on disait le chômage augmente, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'était du n'importe quoi. Là, on travaille. Moi, je voudrais essayer de faire comprendre qu'on a un bassin transfrontalier, un bassin économique et qu'on doit raisonner de cette façon-là. Et là, je suis très content de vos 2 interventions parce qu'on ne peut pas raisonner uniquement de notre côté. Et quand on dit qu'on va, je sais pas, faire l'A31 bis, et bien sûr, je suis 100% d'accord, mais il faut peut-être regarder du côté luxembourgeois comment ils vont intégrer peut-être cette accélération des flux. Quand on dit qu'on va créer une entreprise sur laquelle il va y avoir des flux de transporteurs, etc., il faut savoir comment on va les intégrer dans notre flux général transfrontalier. Donc là, je suis vraiment enchanté de ce qui est fait à ce niveau-là. En transfrontalier, c'est magnifique. Très bien. Vous avez prononcé, Olivier, le mot heureux, un monsieur qui est enchanté. On va sortir très positivement de cette journée, je le sens. Thierry Schiedler, j'aimerais déjà vos réactions sur... Vous avez écouté très attentivement tout ce qui s'est dit cet après-midi. Vous êtes très sensible à toutes ces questions, forcément, de par votre métier et de par vos sensibilités. Alors déjà, la qualité de ce colloque, c'est d'avoir des informations qui sont très précises. On se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets, qui analysent, et c'est très important de connaître les résultats de ces analyses. Je salue à la fois les étudiants, parce que ce sont des étudiants pour la plupart, et aussi donc des gens qui travaillent sur ces sujets. C'est important d'analyser pour prendre de bonnes décisions. On a parlé des décisions qu'il fallait absolument prendre. J'ai bien aimé le plaidoyer de Jean-Pierre tout à l'heure, qui était très enthousiaste, et c'est vrai, un petit peu émouvant, et qui nous faisait comprendre qu'il fallait vraiment changer les choses, et qu'il fallait s'en occuper de la mobilité. Alors moi, je vois ça d'un œil de transporteur de voyageurs, donc concerné par la mobilité locale, je ne vais pas forcément dire urbaine, parce que là, ce sont des bus. Moi, j'ai des autocars. Les bus, ça circule en ville. Les autocars, ça circule entre les villes. Et la mobilité est vraiment un gros problème aujourd'hui. On a évoqué le fait qu'on ne pouvait pas aller d'un endroit à un autre sans passer beaucoup de temps dans l'autocar. On a parlé de Metz à Amnéville, 1h10, ce qui est beaucoup trop. Et pourquoi c'est 1h10 ? Eh bien, c'est pas parce qu'il y a autant de kilomètres pour y aller. C'est tout simplement parce que on s'est basé sur des lignes régulières qui font des arrêts, ça et là, dans un sillon qui est très habité et qui permet donc à chacun, quel que soit l'endroit où il habite, dans le village ou dans la ville plusieurs arrêts, dans le village 2 arrêts, eh bien d'aboutir, d'être sur une ligne et d'aboutir à une destination. C'est pour ça que ça dure longtemps. Sinon, si c'était un trajet direct, ça durerait beaucoup moins longtemps. On ne peut pas faire que des trajets directs dans un territoire, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui habitent sur l'itinéraire. Il est important de dire aussi qu'aujourd'hui, il y a effectivement un passage de compétences entre le département et la région, donc de la Moselle au Grand Est, mais nous sommes toujours sur un schéma de transport d'autrefois. C'est-à-dire, même si la région a la compétence, on est toujours sur un schéma de transport du département. Voilà. Le schéma de transport est en réflexion et il sera mis en œuvre pour septembre 2020, puisque l'appel d'offres du transport régional aura lieu à ce moment-là, en tout cas partiel, pour la Moselle plus précisément. Et c'est là qu'on se rendra peut-être compte que les politiques ont décidé de choses différentes, d'un investissement différent, de choix de circulation différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser, quelqu'un qui va travailler ne peut pas utiliser un car scolaire. Pourtant, les cars scolaires emmènent tous les jours les enfants à l'école et les ramènent le soir, à peu près aussi au même moment que les parents travaillent. On pourrait imaginer que les cars scolaires puissent être utilisés par les uns et par les autres. Eh bien, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais ça sera possible demain. Donc voilà déjà des solutions aussi qui permettent, alors je quitte un peu le transfrontalier, permettez-moi, mais qui permettent aussi donc à cette infirmière ou à l'étudiante de trouver des solutions pertinentes dans la façon dont elle va travailler.
j'en profite puisque souvent on dit que nul n'est prophète en son pays. Comment sont gérées les questions de mobilité pour vos salariés dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a une politique dans votre entreprise sur ces questions-là? Alors, déjà, la plupart, en tout cas la plupart, je ne parle pas des sédentaires, j'en parlerai après, mais ceux qui conduisent des autocars ont souvent des autocars chez eux parce qu'ils sont en tête de ligne. Et ils font le scolaire du matin et du soir, donc à proximité de leur domicile, parce que ça a été distribué comme ça. Et puis que ces salariés sont chez nous parce qu'ils savent qu'il y a des lignes qui leur permettent d'accéder à l'emploi. Et donc ils ont le car à la maison. Les autres viennent en voiture, parce qu'on a des horaires qui sont complètement différents. Quand on parle de l'activité tourisme, on a des cars qui peuvent partir de jour, de nuit, à n'importe quel moment. Et donc là, bien sûr, ni le transport en commun, ni le transport urbain, pardon, de la ville, quelle qu'elle soit, cette ville, ni le transport collectif ne permet aux gens de venir bosser ou de repartir. Donc c'est la plupart du temps la voiture. Concernant le personnel sédentaire, on fait en sorte de... ce qu'on devrait tous faire dans les entreprises, c'est tout simplement essayer de faire comprendre aux gens que le covoiturage ou le partage de déplacement doit se faire en concertation et surtout en sachant qui c'est qui habite là et qui c'est qui travaille là. Et ça, malheureusement, c'est pas assez fait. On voit dans des départements, dans la région Auvergne, qu'il y a des gens qui sont... des étudiants la plupart du temps, qui vont dans les entreprises et qui analysent les flux et qui cherchent à savoir où habitent les gens qui travaillent là. Et ils organisent le covoiturage de cette façon-là. Il y a même un système de points qui est mis en œuvre, un petit peu comme une carte qui existe à Metz pour les parkings, qui permet aux gens, lorsqu'ils fréquentent les parkings, eh bien, d'avoir des points à dépenser dans les commerces. Et bien là-bas, celui qui covoiture et qui propose des places dans sa voiture gagne des points. Parce que c'est enregistré avec une application, et gagne des points, et ces points lui permettent de dépenser donc, dans les magasins donc, de ces dépenses donc, de tous les jours. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on fasse des analyses de ce type. Le transport collectif est une solution, mais le covoiturage en est une autre. Et aujourd'hui, enfin, vu de ma fenêtre, si on augmente le carburant, on voit bien que des gens viennent encore de loin. Chère madame, elle vient encore de très loin, parce que le carburant n'est pas encore assez cher pour qu'elle change de comportement. Il faut donc s'imposer un comportement différent. Je ne sais pas si on a parlé de la planète, l'environnement, du respect de l'environnement aujourd'hui. J'en parle. C'est très important. C'est très important et pourtant je suis autocariste et j'utilise dans mes autocars du gasoil. Je me suis pas permis, mais c'est un peu paradoxal, mais je crois qu'il faut qu'on ait une analyse qui soit beaucoup plus large. Comme le 17 novembre, il faut bloquer les routes, donc on va tous bouffer du diesel. Les salariés me demandent s'ils doivent mettre leur gilet jaune sur le tableau de bord des autocars. Je leur ai dit, dans votre voiture peut-être, mais pas dans les autocars, c'est à moi de prendre cette décision. Mais je le ferai pas. Voilà. Je dis que, pour revenir à mon sujet, c'est un sujet sociétal. Il faut qu'on soit tous conscients que la planète, il faut la défendre. Il faut qu'on trouve une énergie nouvelle. On l'a pas trouvée, cette énergie nouvelle. Ça veut dire que je pense qu'on est encore autorisé, on ne peut pas faire autrement, donc on utilise des voitures avec des carburants polluants. Mais parce qu'on n'a pas d'alternative. Déjà, l'autocar n'a pas d'alternative du tout. Le bus, dans les villes, a une alternative qui est l'hybride, avec soit de l'électrique, soit du gaz, soit de l'hydrogène, enfin, etc. Dans l'autocar et dans le camion, c'est impossible. On ne peut pas dire je vais utiliser un autre carburant, il n'y en a pas. Bon, et pourtant on augmente le gasoil, ça veut dire on est quand même taxé sur un truc où on ne peut pas faire autrement. Pourquoi on le fait ça? C'est ce que je voulais dire, vu de ma fenêtre. Je pense qu'on veut qu'on change de comportement. On ne doit pas se déplacer pour aller acheter la baguette avec une voiture, sans oublier que le voisin peut aussi avoir besoin de la baguette et qu'on peut y aller ensemble, ou qu'on peut lui ramener la baguette parce qu'au moins lui n'ira pas avec sa voiture la chercher. Bernard Moreau, vous êtes meunier en métis, bien sûr. Donc, dans quelle mesure Moselle Économie contribue à ces questions de mobilité dans les débats qu'elle organise au sein de ses membres, et puis pour faire porter sa voix, puisqu'on vous écoute, vous portez des tribunes en tant que président et avec l'ensemble des acteurs qui vous soutiennent. Comment c'est pris en compte, et notamment sur cette dimension transfrontalière, si on pouvait rester un peu sur ce schéma. Moselle Économie, c'est un club de 120-130 membres, donc des décideurs économiques. Et donc on a une réunion chaque mois avec un conférencier, un intervenant. Les intervenants, on essaye un peu de les cibler sur des sujets qui nous préoccupent tous. Et le problème de la mobilité, le problème des relations avec le Luxembourg ou avec l'Allemagne est souvent l'un des thèmes que l'on choisit. Alors on est intervenu sur des sujets comme par exemple la création de l'Université de Lorraine, que l'on a soutenue. On est intervenu sur la métropole, parce qu'on voulait une métropole Metz-Thionville. Bon, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, c'était uniquement le côté Metz donc, qui est passé, parce que pour nous,
Et on l'a bien vu sur toutes les cartes que l'on a vues. C'était évident qu'il fallait faire une métropole Metz-Thionville. On n'a pas réussi pour des raisons de... je sais pas, d'obres locaux, allez, qui n'avaient pas tout à fait compris le truc. La 31, on s'est également, on a dit qu'on allait sur le sujet et que l'on soutiendrait la 31. Et on a dernièrement soutenu également l'implantation de l'usine Knauf. Alors pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a des lois, il y a des règlements qui existent. Apparemment, l'usine respecte complètement ça. Donc je vois pas pourquoi on ne l'implanterait pas. Si les textes ne sont pas bons, ben, il faut rechanger les lois. Mais pour l'instant, avec les lois qui sont telles qu'elles sont, rien n'empêche effectivement cette entreprise de s'installer là. Alors voilà des sujets d'économie véritablement qui nous touchent. Moi j'ai été très sensible dans tous les exposés qu'il y a eu à celui de Maxime Lecor, qui nous a bien prouvé que nous avions une organisation complètement folle, dépassée par les événements. On voit bien ces trous dans le territoire où finalement ce sont les petites communes qui décident de ce qu'elles vont faire et comment elles peuvent le faire, certainement avec manque de moyens et manque de compétences. Donc il y a un moment donné où il faut véritablement qu'on réfléchisse à l'organisation de notre territoire. Et je félicite nos amis alsaciens parce qu'ils ont le même problème que nous avec les pays limitrophes. C'est rare, rare en ce moment qu'on félicite les Alsaciens. Ah oui, non mais je les félicite, attendez. Oui, non, mais ils ont moins de frontaliers que nous et ils ont réussi à faire passer l'idée qu'ils pouvaient être une collectivité européenne. Tout à fait. Et quand le président Weiten, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais quand il dit qu'il faut absolument qu'on ait les mêmes avantages que ceux que les Alsaciens auront, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que dans la liste des avantages que les Alsaciens pourraient avoir, ce n'est pas encore entièrement décidé, mais il y a la politique transfrontalière, et ça nous cause à nous. Hein. Oui. Il y a le bilinguisme. Souvenons-nous qu'à un moment donné, un certain ministre de l'Éducation nationale voulait supprimer des heures d'allemand sur une zone frontalière, alors que les Sarrois de l'autre côté font des heures de français supplémentaires. Enfin, il fallait être un peu bon. Je passe. L'attractivité économique, donc ça, c'est un peu la bagarre. Vous avez bien fait de prendre une pause, président, parce que ça, j'ai du mal. L'attractivité économique, bon, ça, c'est encore en discussion parce que beaucoup de personnalités veulent avoir cette attractivité. Et ils seront également, a priori, routes et autoroutes. Donc c'est bien notre problème à l'heure actuelle, vis-à-vis notamment du Luxembourg ou de l'Allemagne, de cette mobilité. Alors je dis bravo les Alsaciens parce qu'ils sont mieux débrouillés que nous. Nous, ce qui nous manque, c'est, et on le répète souvent, c'est un leader qui prenne vraiment en cause nos problèmes et qui aille le défendre au plus haut niveau. Vous êtes candidat, monsieur? Pas du tout. Bien. Aurélien Biscot, est-ce que finalement cette question de mobilité est partagée? Parce qu'on voit bien, bon, vous vous mobilisez, 23 partenaires, très bien. Les entreprises là-dedans, ont-elles leur place? Est-ce qu'elles agissent? Est-ce que vous leur demandez d'agir? Est-ce que vous les impliquez de manière concrète? Je parle des entreprises parce qu'évidemment, c'est un poids énorme. Les salariés, le travail, la valeur économique que l'on crée sur le territoire, etc. Racontez-nous un peu ce point-là. Est-ce que l'enjeu il est partagé? Oui, enfin je pense que l'enjeu il est partagé. Est-ce que l'ampleur de l'enjeu est partagée? Mais dans l'action, hein, attention, hein. C'est pas toujours évident parce que l'ampleur on la mesure pas toujours bien. Personne croyait qu'on allait atteindre 100 000 frontaliers. Hein. Nous on le disait depuis 20 ans, on n'y croyait jamais. Les prospectives c'est 180 000 en 2035. Donc on s'amuse aujourd'hui. Hein. Et c'est une multiplication par 6 des trafics conteneurs. Donc je pense que l'ampleur, il faut bien la mesurer quand même. Ensuite, sur la question de l'action et du lien avec les entreprises, je pense que là, on a un point d'accord avec le président Janter, c'est qu'on a plusieurs fois parlé. C'est que moi, je crois beaucoup aujourd'hui à la mobilisation des entreprises. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas d'interlocuteur au Luxembourg. Je trouve que c'est pas tout à fait juste quand même. Il y a des vrais interlocuteurs. Il n'y a pas que l'État. Ça a été facile aussi pour l'État luxembourgeois de dire je parle avec l'État, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs locaux qui se mobilisent avec l'État ou qui mobilisent l'État sur ces questions-là. Mais je crois aussi que les entreprises, elles ont un rôle important à jouer en fait. C'est-à-dire que moi, je fais souvent des conférences où parfois il y a une ou deux personnes du monde socio-pro. Et souvent, quand un élu prend la parole pour proposer une idée, je peux vous dire que quand le monde socio-pro rebondit dessus pour dire ça marche pas, c'est vite pris en compte quand même. On comprend bien l'objet. Quand on parle de télétravail, l'hôtellerie-restauration, ils m'expliqueront comment ils vont faire, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut les mobiliser, ils doivent se mobiliser et il faut qu'ils prennent parti dans le débat comme vous le faites. Mais là aussi, je pense qu'il y a une échelle transfrontalière de mobilisation à avoir.
Parce qu'il faut que vous arriviez à vous entendre et à discuter sur cet espace-là. Il y a des outils qui existent ailleurs. La métropole du Grand Paris, il y en a un qui existe. J'en avais parlé d'une conférence à laquelle le président Jeantin m'avait invité, qui s'appelle Paris-Île-de-France Capitale économique. C'est l'initiative Chambre de commerce. Ce sont des grandes entreprises qui se mobilisent et qui font de l'analyse, de la compréhension, du lobbying, qui montent des actions, qui font de l'accueil de délégations, etc. À cette échelle transfrontalière, je pense qu'on pourrait tout à fait y réfléchir. On a des chambres de commerce de part et d'autre de la frontière, on a des entreprises importantes de part et d'autre de la frontière, et je pense qu'elles doivent discuter entre elles, parce que moi j'ai le sentiment que l'entreprise souvent voit à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Les enjeux qui arrivent, nous on les voit maintenant à 20 ans, parce que la masse est énorme. Et je pense que même si on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on parle toujours du Luxembourg, mais ce qui se passe en Allemagne n'est pas du tout neutre. Tout à l'heure, je me suis noté, vous disiez Forbach, nouvelle périphérie luxembourgeoise. Moi, je dirais Saarbrück, nouveau Luxembourg. Parce qu'il y a une telle décroissance en Allemagne que je vous assure que les flux vont complètement se retourner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand on aura les deux aires métropolitaines, Luxembourg et Saarbrück, avec ces flux-là, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on s'amuse. Donc préparons-nous. Moi, ça ne me fait pas rêver le quotidien d'un frontalier quand j'entends ce que dit Olivier. Imaginons le quotidien dans 15 ans. Quoi. Voilà. Justement, Bernard Moreau, vous avez dû suivre ça. Le Land de Sarre, la région Grand Est viennent de signer, il y a 2 jours, hein, c'était mardi, un accord pour l'amélioration des transports ferroviaires transfrontaliers. Je reprends le texte du communiqué de presse. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va changer au fond ? Non, mais c'est une bonne nouvelle d'abord parce que c'est une coopération. Moi, je suis à fond pour les coopérations transfrontalières. Et là, on répond à un véritable besoin. Donc, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai été aussi très sensible à ce que nous disait Nicolas Greiner sur ce projet de RER ou de selon le ministre. Il a déposé le nom tout à l'heure. Ou de TUM. Ça, c'est vraiment innovant et ça correspond véritablement à ce qu'on recherche. Ça ne sera pas la seule solution. Hein. Je pense qu'il y a l'A31 bis, il y a effectivement ce TUM, il y a également d'autres moyens, il y a du covoiturage, il y a certainement des parkings à faire, il y a tout un tas d'autres solutions. Mais il faut additionner toutes ces solutions parce que le problème va tellement vite. L'augmentation du nombre de frontaliers, c'est à peu près entre 1000 et 1500 de plus par an. Quand on voit effectivement que... Oui, pardon. Plutôt des 10 000 par an. Et quand on voit que sur l'A31, on aura au mieux l'aboutissement vers 2026, 2027, quelque chose comme ça. Donc on sera déjà rattrapé par le nombre de frontaliers supplémentaires. Donc c'est toutes les solutions qu'il faut étudier en même temps. Il faut absolument trouver des solutions durables dans le temps. Comment vous réagissez, Olivier Klein, à tout ce que vous entendez, pardon. On a l'impression que tout le monde a envie de bouger. Les constats sont assez clairs. Il y a la question de l'ampleur, hein, parce que 1500, 10 000, on voit bien qu'il y a encore des petits calages à faire. C'est symptomatique. Voilà, je souris évidemment, mais c'est symptomatique quand même. Ça vous rassure? Parce que vous, vos constats, ils étaient quand même pas si positifs que ça, au fond. Ça va marcher, no panic. Ça marche, oui, je vous promets. Ce qui est déjà rassurant, c'est que le constat est pas... Non, ça marche pas. Ce qui est déjà rassurant, c'est que maintenant on arrive à partager le constat, c'est que plusieurs acteurs font le même constat, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a quelques années. Lorsqu'on faisait état de cette situation, il y avait quelquefois quand même des différences. On va quand même, à travers les différents projets qui sont en cours d'élaboration, au moins vers des propositions de solutions, ce qui est plutôt encourageant pour l'avenir. Et après, sur certaines solutions, là, je pense notamment au développement sur les questions de smart mobility et d'autres nouvelles solutions. Certaines, quelquefois, sont, je dirais, des fausses bonnes idées aussi. Je pense particulièrement aux véhicules autonomes qui, pour l'instant, est testé sur des distances très courtes et qui, finalement, est en compétition avec la mobilité active. Et ceux qui vont utiliser ces nouveaux systèmes, notamment sur des navettes qui font moins d'1 kilomètre, c'est essentiellement des gens qui, avant, prenaient le vélo ou marchaient. Donc là aussi, il faut veiller à tester les bonnes solutions et ne pas avoir du report de gens qui étaient déjà convaincus de ne pas prendre la voiture pour aller vers ces nouveaux modes.
Thierry Schidler, économiquement parlant, pour votre activité, l'enjeu, c'est quand même de meilleures infrastructures. C'est peut-être fabriquer plus de routes qui vous permettent d'augmenter la fluidité, de diminuer le stress de vos salariés, parce que vos chauffeurs doivent être stressés quand ils ont un timing à respecter, etc. Comment vous voyez l'évolution de votre métier, tout simplement, par rapport à toutes ces problématiques dans notre région transfrontalière ? C'est compliqué quand on sait le temps que prendra l'A31 bis si c'est décidé un jour. Eh bien, ça reste compliqué pendant autant d'années. On a vu le dessin tout à l'heure de 2 voies et de 3 voies tout aussi encombrées. C'est certainement ce qui va se passer. Oui, ce stress, le risque routier, c'est quelque chose qui existe en permanence. Je vous donne l'exemple d'un transfert aéroport qu'on pourrait faire entre Metz et le Luxembourg, l'aéroport du Findel le matin à l'heure de pointe. Il faut qu'on propose aux clients de partir 1 heure plus tôt. C'est-à-dire, on va considérer 2h30 pour se rendre à l'aéroport de Luxembourg. Donc, cette situation, elle est compliquée. Il y a éventuellement les voies secondaires qui peuvent être utilisées. On se rend bien compte que sur le transfrontalier luxembourgeois, elles sont aussi encombrées que l'autoroute. Donc, finalement, les solutions, oui, c'est de construire des infrastructures routières, c'est de construire des infrastructures ferroviaires et puis changer les comportements. Je le dis encore une fois, c'est la solution. Bien sûr que si je me place dans ma position de transporteur de voyageurs par la route, eh bien je dis qu'il faut des voies dédiées pour les autocars sur des axes qui sont à forte concentration, notamment Metz-Luxembourg, mais on sait très bien que, alors qu'on attend une 3e voie sur la 31, on n'est encore pas en train de penser à la voie dédiée aux autocars. Le transport en commun, c'est celui qu'il faut mettre en avant. Il faut changer les habitudes des gens. Il faut les orienter vers ce transport en commun, à condition qu'il soit bien subventionné. Le transport en commun coûte cher, transport collectif. Si aujourd'hui la politique de la région a été vis-à-vis du ferroviaire de rajouter des trains, de mettre des cadences importantes sur les heures de pointe, de mettre un train tous les 15 minutes entre Metz et Luxembourg, encore faut-il le payer. Ils ont rajouté des wagons neufs à double étage, il faut les payer. Bien sûr que c'est la solution. Il faut donc continuer en ce sens pour que les usagers trouvent des solutions, mais c'est aussi en changeant de comportement. Est-ce que je peux vous demander une réaction par rapport à ces prises de position assez fortes des uns et des autres autour de cette table ronde sur la base des exposés, encore une fois, pardon, on est allé un peu vite, mais bon, l'heure tournait. Il y a eu beaucoup de choses cet après-midi, mais j'imagine que vous avez une position très forte aussi à apporter par rapport à la thématique transfrontalière, Président. Déjà, je voudrais remercier les uns et les autres, parce que c'était un gros travail de préparation. Je pense aussi qu'on n'a pas eu de langue de bois nulle part, mais c'est aussi ça le fruit finalement de la confiance qu'on a les uns dans les autres, où on arrive à s'échanger nos différentes idées et à pouvoir les porter. Et ça a déjà beaucoup de sens. Je pense que le deuxième élément, et c'est ça la question que je me posais et qu'on se posait au niveau de la Chambre, c'est est-ce que notre questionnement, là, il est pertinent ou pas? Et je crois qu'aujourd'hui, sauf à ce que quelqu'un dans la salle me dise non du tout, mais je pense qu'on l'a validé aujourd'hui et que c'est très pertinent. Et la mobilisation qu'on a derrière, elle a vraiment du sens avec l'ensemble du réseau, des entreprises, y compris la santé et les autres secteurs d'activité. Bernard rappelait tout à l'heure ce qu'on avait fait sur la métropole et où on avait toute la société civile était là. Et je crois que c'est exactement la même chose qui se passe. La seule chose qui change, c'est on a l'expérience. Donc ça va nous aider parce qu'on va aller beaucoup plus vite, je pense. Et deuxièmement, les élus savent aussi qu'on ne lâche pas. Donc le sujet, il est parti. Il est parti et on va le décliner parce qu'il faut qu'on arrive à trouver en fait des solutions dans l'intérêt général. Quand je dis ça, c'est une volonté ferme, une volonté farouche de le faire. Le rôle de la Chambre là-dessus, c'est d'être rassembleur, un catalyseur pour porter les choses, donner des moyens. En revanche, les acteurs sont bien les acteurs en fait de la société civile qui existe. Le deuxième élément qui me semble important, c'est qu'au travers de ces travaux, on a, par les experts, la validation de toute une série d'hypothèses qu'on pouvait imaginer, mais en fait, tout a été documenté et va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Et là encore, ce qui me fait plaisir, et je le dis en particulier avec mon voisin, c'est la convergence finalement de tout ce qu'on identifie. Je crois qu'on vit dans le vrai monde. Et on voit bien les difficultés, on voit bien à quelle vitesse les choses
avance. Et donc, ce qu'on a devant nous, c'est vraiment devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie urgence de faire et une structuration de calendrier. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on fonctionne ensemble. Parce qu'on a bien compris qu'une de nos faiblesses aujourd'hui, c'était l'émiettement des intercos sur cette problématique, puisqu'ils ne correspondent pas à la chose. Donc la piste du syndicat mixte, c'est une piste... Si on avait fait la métropole, ça ne se poserait même pas, parce que l'outil est là et tout serait là. Bon, mais à l'époque, on n'a pas réussi à convaincre jusqu'au bout. En revanche, on a quand même eu notre métropole. Donc là, il faut trouver un outil de substitution qui permette d'avancer. Mais il existe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Puis je pense que la question du travailler ensemble a du sens réellement. Alors, il y a aussi d'autres interrogations. J'entendais sur le Luxembourg, parce qu'on voit monter aussi une grogne un peu partout, certains même qui disent mais pourquoi améliorer le transport pour aller au Luxembourg, puisque de toute façon, on l'a entendu tout à l'heure, notre ami Jean-Pierre, en gros c'est quand même ce qu'il exprime. Pourquoi faciliter les choses pour faire partir des talents ailleurs? Bon, ça c'est un vrai point à purger, parce que la question finalement fondamentale, c'est celle bassin de vie. Donc bassin de vie Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise, ou bassin de vie Moselle-Est, ça on l'identifie bien. On dépasse les frontières jusqu'où on va. Le bassin de vie Metz-Luxembourg, c'est celui qu'on a regardé dans notre deuxième étude, là. Où est-il, comment se pose-t-il et comment ça se passe? Ça, je pense que c'est une vraie question à débattre. La question des rétrocessions à obtenir, etc., elle est pertinente. On l'a évoqué l'autre jour au Cercle Schuman. Alors on a été refroidi très vite, parce que le directeur des finances publiques nous a dit « mais vous êtes en retard, c'est fini ». La convention franco-luxembourgeoise a été signée, et c'est pas ça du tout qu'ils ont signé. L'État français a signé pour fiscaliser les frontaliers en supplément de la fiscalité luxembourgeoise, et que ça revienne dans la poche de l'État français. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Rien, zéro, pointé. Donc le schéma, il existe ailleurs, on l'a largement documenté. Aurélien Biscot l'avait montré aussi ailleurs comment ça se passe. Mais clairement, on ne l'a pas eu. Quand Bernard Moreau disait tout à l'heure, les Alsaciens, ils sont forts sur ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont obtenu des choses. Oui, c'est vrai, il a raison. Il a raison, et nous, Mosellans, on va demander la même chose. On va soutenir aussi le conseil départemental, parce que la question du bilinguisme, la question du transfrontalier, la question des transports, clairement, on la veut aussi. Il n'y a pas de raison que ça soit sur un endroit et pas sur un autre. Et si on doit être une grande région Est, qu'on veut, le Grand Est, on le veut. On veut garder cette région qui a du sens, mais ça veut dire que si on veut avoir un équilibre, si un morceau a obtenu plus, il faut que les autres morceaux puissent avoir l'équivalent, de façon à bien gérer les choses, et ça rentre dans un prétexte et une circonstance de proximité. Donc ça a du sens aussi là-dessus, et ça veut dire qu'on a beaucoup de sujets qui sont devant nous, et sur lesquels, en revanche, on doit pouvoir converger. Il y a une chose importante aussi que Thierry a bien redit tout à l'heure, c'est changer les comportements. Il faut effectivement qu'on change nos comportements. Et ça passe aussi, on disait qu'au voiturage, ça va plus quand on va à domicile-travail, mais en fait, je vais faire des courses dans un hypermarché à partir de chez moi, pourquoi je ne le fais pas avec la voisine, le voisin, etc. Donc non, on peut peut-être aussi là-dessus faire des progrès et faire en sorte que ça fonctionne plus et mieux. Toute la partie nouvelle technologie, on pense qu'au voiturage, mais il y a plein d'autres choses là-dessus. Clairement, il faut qu'on la pousse et qu'on la pousse beaucoup plus, parce que sur ces domaines-là, on pourra peut-être avancer plus vite. L'histoire du télétravail, c'est pas toujours évident. Il y a des domaines où ça s'applique pas du tout. Il y a des domaines où il faut vraiment bien mesurer la chose. Alors comment on peut faire là-dessus? Ça doit faire partie de nos réflexions, parce que commune, au niveau des entreprises, et la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, va lancer des chantiers là-dessus, de façon à ce qu'on puisse anticiper et se dire comment on peut expliquer la chose, parce que si on obtient ça télétravail, automatiquement, c'est des gens qui sont plus sur les routes. Donc c'est ce que vous expliquez bien tout à l'heure, hein. Donc ça, c'est des vraies pistes aussi. Donc ça veut dire que, pour ne pas être trop long, c'est le début. Et ça marque un acte fondateur aujourd'hui. On y va. On y va, on va devoir se structurer, expliquer
à nos élus ce qu'on a vu et fait aujourd'hui en condensé évidemment, voir comment on peut avancer et par quelles étapes. Donc il y aura une réunion des présidents de clubs à la Chambre de commerce là, courant novembre. Le 23 novembre, voilà la date. Voilà. Noël, c'est toujours tout d'avance. Oui. Alors, où ça va être un des sujets centraux et où on va pousser encore les choses plus loin. Ça veut dire que sur le télétravail, on va avancer aussi. Tous ceux qui veulent participer, apporter leur pierre à l'édifice, vraiment, sont les bienvenus sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment un sujet commun. Pour finir, je voudrais juste dire une chose, c'est la belle expression, le beau mot finalement qui nous intéresse dans toutes nos discussions aujourd'hui, c'est bassin de vie. Quand on parle de bassin de vie, c'est quelque chose qui porte aussi tous les espoirs, toutes les envies, les façons de se projeter, sont les cœurs qui battent des uns et des autres, de toutes les générations qui font ça. Et c'est ça aussi notre rôle. Notre rôle, c'est à tous les niveaux, que ce soit les élus dans les collectivités, que ce soit nous au niveau des chambres de commerce, dans les réseaux, les entreprises partout, c'est de porter justement cette vie qui bat et qui a envie d'aller plus loin. Et ça fait partie finalement des belles choses qui vont pouvoir sortir de ce colloque d'aujourd'hui. Cher Président, merci. Je voudrais, en votre nom, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas, remercier les équipes. J'ai cité Noël, évidemment, parce que c'est la chef ouvrière, mais il y a toutes les personnes qui sont derrière, qui sont cachées, vos équipes, qui m'ont aidé aussi à construire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est un travail énorme. Je voudrais qu'on les salue et qu'on les applaudisse très fort.